Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc, l'exigence de la liberté d'expression est un sujet fondamental dans l'espace public des démocraties. La semaine passée, avec l'attaque du journal Charlie Hebdo, le problème se pose avec une acuité sans précédent. Ainsi, le monde est partagé entre les Charlie et les anti-Charlie, autrement dit entre les partisans de liberté d'expression totale et des partisans de liberté d'expression limitée. Au-delà de la liberté d'expression, la cohabitation religieuse et l'unité nationale dans un pays comme la France, par exemple, sont soumis à rude épreuve sur le fond d'une nouvelle guerre contre l'islamisme radical. Donc, quel est l'état actuel de la liberté d'expression en Mauritanie? Les médias sont-ils libres dans le traitement de l'information? Existe-t-il des domaines privés ou sacrés sur lesquels les médias n'ont pas le droit de s'exprimer? Qui a le droit de s'initier un censeur de la pensée ou de l'écrit en Mauritanie? Est-ce la rue, les ulémas, les tribus, les régions ou la APA? Qui a le droit de fixer les limites de la liberté d'expression? Comment s'y prendre pour empêcher d'autres de faire main basse sur notre beau pays? Qui doit mener cette grande bataille? Où sont les journalistes? Où sont les intellectuels? Pourquoi croupit les Chines? Pourquoi en parler de certains sujets est considéré comme un suicide? Faut-il laisser courir ceux qui nous imposent leur vision sectaire et se sont accaparés le monopole de la vérité, déstabilisant notre culture, provoquant la peur? Bon, c'est des questions que je vais poser avec vous, chers téléspectateurs. En fait, au-delà de la liberté d'expression, pour débattre de ce thème, qui est très complexe, j'ai invité pour vous M. Ba Mamadou Kaïdou, maître des conférences à l'Université de Nouakchott. Bonsoir. Bonsoir. Et l'écrivain journaliste que vous connaissez, téléspectateur de Plein Feu, M. Brahim Oulbakar Oulsneba. Bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà, donc je vais vous demander, je commence par vous à droite, et je vais vous demander de me faire une appréciation de cette situation, en fait, pas trop confuse, consécutive à l'attentat ou à l'histoire de Charlie Hebdo. Ben, de mon point de vue, ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, il y a eu donc des attentats de personnes qui se réclament donc d'organisations religieuses, notamment islamistes, se sont attaquées au siège de Charlie Hebdo. Et cela pour, disent-ils, selon la revendication, pour, disent-ils, donc sanctionner Charlie Hebdo d'avoir proféré des caricatures du prophète Mohammed. L'acte en lui-même est déplorable, parce que de mon point de vue, rien ne justifie que l'on réagisse à partir et même à partir de caricatures du prophète Mohammed de manière si violente pour mettre en danger des vies humaines. Mais cela dit, encore une fois, nous reviendrons certainement là-dessus, les caricatures en elles-mêmes sont condamnables, sont condamnées par tous les musulmans. Nous avons, nous autres musulmans, du mal à accepter... Mais par ceux qui ne sont pas musulmans, par d'autres, sans doute. Beaucoup de citoyens dans le monde qui ne sont pas musulmans. Tout simplement, une manière un peu de dire oui à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression aussi, quelque part, doit avoir certaines limites. Mais encore une fois, même si ces limites étaient bravées de mon point de vue, cela ne peut pas du tout expliquer ces actes de type terroriste-là qui consistent tout simplement à réagir par la violence en mettant en danger des vies humaines. Merci. Donc, Brahim, je vous repose sur la même question. Enfin, quelle appréciation faites-vous de Ok, je vais répondre à ta question, mais j'ai la liberté d'expression quant à moi. Je commencerai par où je veux. Ouais. Donc, je vais commencer par, premièrement, présenter mes condoléances à nos confrères de Charlie Hebdo. Mes condoléances pour leurs veuves, qui sont des femmes désormais vouées à l'orphelinat, au veuvage, et à leurs enfants éventuellement qui en sont voués à l'orphelinat. Je suis contre la vengeance privée. L'acte de Koulibaly et de deux frères Kouachi est répréhensible dans cette mesure. Il a été provoqué sciemment par des journalistes qui, à mon sens, ont poussé le bouchon un peu trop loin. Et qui savaient exactement ce qu'ils attendaient. Ils le savaient, Warlonsky l'a bien dit à la caméra, la vidéo est là, dit voilà, nous, on s'est mis dans le collimateur des djihadistes et voilà, on va commencer à continuer à travailler, un jour ça va nous surprendre. Donc, ok, donc ça a ressemblé quelque part à un suicide. Donc, je me suis mis dans l'œil du cyclone, dans la gueule du loup. Et il y avait même la fameuse caricature, il n'y a pas encore eu d'attentat en France, 2014.
puis quelqu'un d'autre qui répond, attendez, on a fin janvier jusqu'à pour fin janvier présenter nos vœux. D'ailleurs, les vœux. Nos vœux, ouais. Donc, c'était une caricature de trop, et elle a provoqué les djihadistes, qui par ailleurs je ne cautionne pas, parce que la vengeance, on est dans des États. C'est justement la conception du terrorisme. Le terrorisme, ce sont des actes violents qui ne se passent pas dans le cadre légitime de l'État et de la violence légitime de l'État. Donc, ce sont à mon sens, elle était mal à propos. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Ils ne devaient pas faire la vengeance privée. On n'est plus du temps de l'abandon noccial et des autres procédés traditionnels, archaïques. Cependant, je suis touché. Je suis éploré par ces caricatures. Je trouve qu'elles sont excessives. Normal, vous êtes musulman. Hein. Non, pas parce que je suis musulman. Bien sûr, je suis musulman, je suis fervent musulman, mais je trouve que les caricatures en elles-mêmes, professionnellement, n'avaient pas de sens. Quelle valeur ont ces caricatures? Quel est leur apport, justement? Par rapport à qui, en fait? Par rapport à tout le monde. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe comme problème? Le problème de Mahomet, de sa force, tout ça, a été débattu. Ces gens n'ont pas insulté inutilement les musulmans, mais ils ont certainement insulté dans sa outre-tombe Victor Hugo, qui a bien magnifié le prophète dans ces derniers moments de la vie du prophète. C'est un long poème. Il est un peu escamoté par le poème de Lamartine, mais Victor Hugo aimait bien le prophète. Il a dit, Lamartine a dit qu'il était l'un des hommes les plus grands de l'histoire. Donc il fallait bien respecter. Oui, on n'a pas besoin de Lamartine pour nous dire, on sait qu'il est l'homme le plus grand de l'histoire. Non, écoutez, ça c'est non. Par rapport à nous, nous c'est clair, c'est clair. Mais je le dis par rapport à des gens qui étaient des chrétiens, qui ont magnifié le prophète. Donc en tout, l'acte n'était pas acceptable. Bon, pourquoi caricaturer le prophète? Ce n'était pas un sujet. Là, ça n'a pas d'importance. Tu permets, moi je peux faire une caricature, ok, à ma façon. Regarde, ok, c'est bon. Voilà. De gros yeux, une gueule, des oreilles. Voilà, c'est parti. Voilà. Wow, Okay. Non, je ne suis pas vrai. Ça fait. Parce que pourquoi? Ok. Dommage qu'on ne peut pas regarder ça À la télévision. Non, mais on va le faire. Comme vous voulez. C'est fait pour la diffusion. Voilà, cette caricature est très importante parce qu'elle a un sens. Allez-y, montrez-la à la caméra. Celle-là, elle a un sens. Je suis le diable. Il a 4 doigts. C'est un apport parce que pour les enfants, ils doivent savoir que le diable a 4 doigts. Mais qu'est-ce qu'apporte la caricature du prophète? Ne serait-ce qu'une insulte et de pousser les gens à l'excès. Excusez-moi, Brahim, mais je vais quand même, je reviendrai, mais je vais quand même poser une question. En fait, quand on critique, quand on critique la politique de son pays, dans une démocratie, c'est légitime, voire même conseillé. Mais vouloir modifier fondamentalement ce qui fait sa spécificité, en fait, du pays en lui imposant une vision confessionnelle, importée et contraire à ses convictions laïques, c'est quand même une agression pure et simple. Non, pas du tout, monsieur Ahmed. Mon confrère Ahmed, c'est pas le cas. Moi, je n'impose rien à la France. L'islam n'a rien imposé à la France. Il n'a rien imposé à la laïcité. Il s'est imposé lui-même des règles. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. On est dans un projet de société globale. C'est vrai. C'est un projet de société. La France depuis la fin de 1905. Le monde n'est plus le monde de 1905. On est plus le monde du 15e, du 18e siècle. Donc on doit se respecter quelque part. À quoi bon de choquer? À quoi bon, Ahmed? À quoi bon de choquer? Ça, c'est pas la liberté d'expression, ça, c'est la liberté de suppression. Je te mets dans une situation telle que tu exploses. Et l'explosion en appelle à une autre. Oui, en fait, pour d'ailleurs le paraphraser, pour parler Brahim, en fait, j'ai retrouvé une interview du pape qui répond en fait à cette histoire sur Charlie Hebdo. Et le pape, il dit clairement, on ne peut pas offenser, ni faire la guerre, ou tuer au nom de sa religion, c'est-à-dire au nom de Dieu. Il est tout à fait d'accord. Mais si quelqu'un dit un gros mot sur ma mère, et là c'est les paroles du pape, si quelqu'un dit un gros mot sur ma mère, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing. C'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas inciter la foi des autres, on ne peut pas se moquer de la foi.
Oui. Si c'est le pape qui le dit, ces propos du pape méritent toute une attention. Je crois que ce grand chef religieux a voulu tout simplement dire par là, face au monde... Qu'il n'est pas Charlie, quoi. Il a dit, je ne suis pas Charlie. Oui, en fait, c'est une façon de dire. Oui à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression elle-même doit avoir des limites. La liberté d'expression, elle ne peut avoir son véritable sens que lorsqu'elle suppose le respect de l'autre. Et il se trouve que les religieux ne peuvent pas du tout accepter, leur sensibilité de religieux ne peut pas les amener à accepter que leur prophète soit caricaturé. Voilà un peu le sens. Mais je voudrais un peu, pour essayer de comprendre, peut-être très rapidement en 2 minutes, l'attitude des Français. Le fait qu'après l'attentat, il y ait eu cet engouement, cette réaction, cette unité nationale, ces masses qui se soient soulevées et qui soient allées dans la rue tout simplement pour affirmer la liberté d'expression totale. J'ai entendu d'ailleurs le ministre de la Justice, la ministre de la Justice française qui disait à ce niveau-là qu'en France, il y a le droit du blasphème. Oui. Il faudra un peu revenir à l'histoire de la France. L'histoire de la France, elle est parsemée par des remises en question perpétuelles qui ont fini ainsi par forger une forme de psychologie de la liberté absolue. Mais surtout, c'est une phobie de la religion. Cette phobie de la religion, c'est tout à fait naturel. Qui s'enracine déjà dans la révolution française de 1789. C'est normal, c'est normal. Où naturellement les peuples se sont révoltés contre le clergé, mais également la royauté. Et après, il y a eu plusieurs révolutions sur lesquelles nous passons. Mais enfin, il y a aussi mai 68. Mais 68, où on le sait, systématiquement, une certaine génération de la France s'est révoltée. Là aussi, la révolution, elle avait un caractère politique, mais surtout social. Une remise en question de tout ce qui est... les religions. Oui, de tout ce qui entrave, tout simplement. Sans vous interrompre, en fait, quand vous revenez à l'histoire de la France, quand on parle des croisades, des guerres religieuses, d'ailleurs, lors du terrible massacre des Béziers dirigé contre la région des Cathares en 1200 ou 1300, je ne me souviens pas trop. 1200, quand Arnaud Amalric, chargé par le pape de réprimer les Cathares, en disant tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens, parce que quand on lui a posé la question comment résoudre le problème, parce qu'on ne peut plus savoir qui est catholique et qui ne l'est pas, tout simplement tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. En fait, les Français se sont battus contre toute forme de religion. Tout à fait. Et c'est tout à fait naturel qu'ils commencent à avoir peur. Ils ont peur de la religion. Parce qu'un intellectuel français de surcroît de gauche, quand on lui parle de religion, il se rappelle toute la misère de l'Église, tout ce que le peuple français, la souffrance des Français par rapport à cette Église. C'est tout à fait naturel. Tout à fait. Là, si je me permets d'intervenir sur le point, vous êtes en train de remonter, de faire l'archéologie des difficultés de la France. Les difficultés de la France religieuse sont beaucoup plus, parfois, plus graves, surtout à certaines stations de l'histoire, si on peut dire. Bon, j'ai mal traduit, à certains points de péripéties d'étapes de l'histoire. Déjà, le XIe siècle, c'est la Grande Guerre entre l'Église et le roi. Donc ça, c'est le combat qui a opposé Henri IV et Grégoire VII. Et puis à l'issue, Grégoire voulait excommunier le roi voulait demander au sujet de ne pas obéir à la religion. Ce sont des problèmes de la France. Mais 68, c'est quoi? C'est les Cohen-Bendit et les autres. On dit voilà, c'est ça. De Gaulle disait quoi? Il disait non, écoutez, c'est ingouvernable, ça c'est une affaire de juifs. Moi je m'en vais à Baden-Baden, me réfugier avec le général Massu. Donc c'est ingouvernable. Ça, ce sont des difficultés de la France. Elle n'a pas que des difficultés, là, elle a des conflictualités comme toute société. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est un problème de cohabitation. Est-ce que les musulmans en eux-mêmes ont pu digérer la laïcité? Est-ce qu'ils ont cette aptitude? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire pour cohabiter? Mais est-ce que les Français d'origine et d'ailleurs qui sont de moins en moins sur 50, de souche, sur 60 millions, il y en a 18 qui ont deux pères en France. Ça ne veut plus rien dire en France, en fait. Ça ne veut rien dire en France. Mais est-ce que ces gens, quelle que soit leur nature, quelle que soit la date de leur naturalisation, est-ce qu'ils ont supporté l'islam? Ok, ce n'est pas le cas. En France, l'islam est très mal accepté par endroits. C'est normal, c'est une religion d'abord. Et ensuite, une religion nouvelle. Mais c'est la deuxième de France. Oui, non, mais ce n'est pas un problème de première ou deuxième. Le problème n'est pas ça. Non, c'est que mais l'histoire de la religion musulmane en France est quand même extrêmement récente.
Non, Après la loi de 1905 contre les religions, l'islam n'était pas encore considéré comme étant une religion en France. Donc vous êtes tous d'accord que s'attaquer simplement à quelqu'un pour ses idées et ses opinions est une entrave inacceptable à la démocratie. Non. C'est quand même. Non. Ouais. Pourquoi limiter? Pourquoi parle-t-on de limitation de la liberté d'expression ou le manque de liberté La liberté d'expression. Ouais. Moi j'appelle ça de la suppression de la liberté. C'est pas voilà, suppression, c'est pas l'expression de la liberté. Mais c'est pas nécessaire. Pourquoi choquer? Justement, La cohabitation suppose et exige un respect mutuel. Voilà. Khalidou, c'est mon concitoyen, c'est mon compatriote en face. Mais c'est simple, il y a des choses symboliques. Mais si pour Lui, vous, attends. Lui, il a des vaches. Oui. Il a des vaches. Ouais, pour un peu, c'est. Des grandes. Ouais, pour un peu, une vache, c'est. Des grandes cornes. Moi, je me réveille le matin, je prends mes vaches, je coupe tous les soirs les cornes. Mais c'est mes vaches. Je me permets d'y couper le cornes, mais c'est symbolique, c'est symptomatique d'une haine vis-à-vis de mon compatriote et de mon frère. Là, ça nous ramène à l'islamophobie, en fait. Parce que, il y a ça. Non, mais c'est. Non, la vérité est que l'islamophobie. Ou la poulophobie, ou la bédouanophobie. Oui, elle est cultivée. Elle est cultivée elle est cultivée selon enfin, l'immense majorité des intellectuels francophones, je ne parle même pas des autres, mais les intellectuels francophones dans le monde disent souvent, écrivent ou pensent qu'il y a quand même une islamophobie qui est cultivée sciemment par les médias au service en France. Pourquoi seulement l'islam? Oui, enfin l'islamophobie. Pourquoi seulement l'islam? Pour plusieurs questions. Mais justement, vous venez de le dire en fait. Parce que vous dites que les musulmans sont arrivés il n'y a pas longtemps en France. Donc ils n'arrivent pas. Et puis un musulman n'est pas n'importe qui, entre guillemets. Parce qu'un musulman, quand il arrive en France, il a quand même besoin de manger. Donc il faut du halal, il a besoin de prier, il faut une mosquée. Alors que la loi de 1905 interdit au gouvernement, parce qu'il y a une séparation entre l'État et l'Église et la religion. Donc l'État français ne peut pas construire des mosquées. Ben, ils sont obligés de prier dans des caves, dans des huris. Vous en avez vu, vous qui étiez en France, vous savez très bien que c'est un problème. Donc l'islam n'est pas n'importe quelle religion. Il y a quand même une islamophobie qui existe. Mais s'attaquer. L'islam n'est pas que n'importe quelle religion. Parce qu'il a la dernière. Attendez, partout dans le monde. Oui. L'islam fait des jaloux. Il fait des jaloux. Oui. Partout dans le monde. C'est une grande religion. Il fait des jaloux. Mais vous croyez vraiment parce que jaloux, parce que oui, il fait des jaloux. Mais vous croyez vraiment que l'islam peut faire des jaloux parce que les musulmans sont quand même encore une fois relégués au dernier Non, malgré cela, très simple. À partir du XIIe siècle, bonjour les dégâts, les Arabes et les musulmans se sont mis dans le placard de l'histoire, mais ça continue quand même. On est méfiant par rapport à eux. Il y a une méfiance peut-être excessive par endroit, mais ça c'est pas tous les Français, attention. Non, bien sûr, on ne généralise jamais, de toute façon. Je l'ai dit à professeur Khalidou, il y a deux Amériques, il y a deux France. Quand vous vivez en France ou aux États-Unis. Oui, il y a de Mauritanie, il y a de. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Il y a des gens qui, quand même. Donc, il y a une Amérique tolérante, une Amérique qui habite la cohabitation, mais il y a des lobbies. Mais en fait, ce dont parlait M. Brahim, en fait, cette islamophobie qui existe en France, on est tout à fait d'accord qu'il y a une islamophobie qui gagne du terrain en France. Mais est-ce vraiment une réponse légitime? Est-ce qu'elle est une réponse légitime au problème des musulmans en France? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'au-delà de la condamnation, nous sommes d'accord sur le fait que oui, mais encore faudrait-il pousser la réflexion un peu plus loin pour comprendre les sources même de ce conflit-là en réalité. Pourquoi la majorité des Français sort dans la rue, s'attache à cette liberté absolue-là. C'est une religion, ça devient une religion. Oui. La liberté d'expression. Oui. En France, ça devient une religion. Et c'est ça qui pose problème. La métaphore, j'ai l'habitude d'utiliser une métaphore un peu pour dire que quelque part, le cœur de la France va à gauche. Bon, alors cela dit... Maintenant, il bat la chamade, tout simplement. Oh, il n'y a plus de gauche et de droite en France, c'est des histoires. Il n'y a plus de gauche et de droite, c'est pareil. C'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, je pense quand même qu'il faudra savoir raison garder. Nous, en tant que musulmans, ici, en République islamique de Mauritanie, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Que l'on nous envoie Charlie Hebdo ici et que le gouvernement mauritanien interdise Charlie Hebdo, c'est naturel, c'est logique, c'est compréhensible. Ce qui a été d'ailleurs fait par Macky Sall au Sénégal. Mais maintenant, est-ce qu'en France, on ne devrait pas fournir assez d'efforts quand même pour comprendre que les gens tiennent à cette liberté-là absolue, et cela après l'histoire qui a été la leur. Oui. De ce point de vue-là. Ils ont cette phobie des religions. Ils se sont battus. Ils croient que tous les problèmes de la France viennent de la religion. Mais attention. Assor a raison. Ils se sont battus. Ils ont versé beaucoup leur sang
pour cette liberté absolue-là, moi je comprends tout à fait qu'il s'y attache. Même si je ne suis pas du tout d'accord, je ne le partage pas, mais je respecte. Parce que c'est quelque part... Surtout, il n'y a pas non plus d'amalgame en France aujourd'hui entre la religion. Non, attention. Entre des tueurs. Moi j'ai l'impression... C'est quand même une amalgame qui s'en passe aujourd'hui. Il y a eu des mosquées qui ont été attaquées, il y a des musulmans qui ont eu des problèmes dans les bus, un peu partout. Le jeu... On comprend ça. Ahmed, tout simplement parce que le jeu n'en voulait pas la chandelle. Prendre un pinceau, fustiger le prophète, le croquer comme ça n'en voulait pas la chandelle. Oui, pour nous, je comprends très bien, mais pas pour eux. Non, comparer ce qu'il y a eu comme soubresaut en France, comme il y a choc, qu'il fera demain d'ailleurs, que c'est pas fini peut-être, puisqu'on est dans une expédition militaire qui se prépare, civilisationnelle, tout ça. Il y a du sang, il y a du pu, il y a n'importe quoi, il y a des morts à travers. Pour une caricature, il ne fallait pas, il était de trop, il fallait respecter les gens. Attention. Non, mais Attends, je termine s'il te plaît. Vas-y. Il y a le sentiment de la personne humaine. Un esclave dans une cale de navire allant aux États-Unis après avoir été dangoré pendant longtemps à son amour propre. Au fond de la cale, il réfléchit à son amour. Il réfléchit à sa fiancée, il réfléchit à sa femme, à ses enfants, et bien sûr à sa mère qu'il a si bien enfanté. Jacques Messrine, justement, maintenant on ne parle que d'Arabes ou de musulmans ou d'Africains ou de Koulibaly en tant que terroristes. Il y avait des terroristes qui sont bien sûr des Européens. Mais bien sûr. Jacques Messrine, quand on l'a pris comme étant l'ennemi public numéro 1, il était en prison, il est resté calme, pas de problème, mais un bon matin, on dit que voilà, on a touché à sa copine, voilà, on a ouvert l'appartement de sa copine, c'est simple. Il est sorti des secondes et il s'en va, il prend un pistolet qu'il avait fourré dans du pain ou dans son sandwich, il abat les gardiens, il rentre dans les égouts à travers les égouts de France pour aller, parce qu'il a touché dans son amour propre. Mais Wolanski ou Charb savait bien qu'il devait choquer. Non, mais parce qu'il était dans son amour propre. Nous, on tient au prophète. Le prophète est dans nous, il est dans nos mais vous dites parce qu'on a touché à son amour propre. Mais en touchant à votre amour propre, ça n'explique en aucune façon le fait que vous preniez une mitrailleuse et que vous tuiez. Non, ça, je l'ai bien dit. Mais aussi aujourd'hui. Le problème, c'est l'amalgame. C'est qu'aujourd'hui, l'acte des Mera, ou l'acte des Pierre Chouaki et de Koulibaly, qui sont 4, il est facturé, si tu veux, à tous les musulmans. Et d'ailleurs, vous avez très bien dit, parce que les terrorismes aujourd'hui, ce sont les musulmans qui payent le prix. Le grand prix est payé par les musulmans. Non, fatalement. Il y a au Nigeria aujourd'hui 200, 300 personnes qui meurent avec Boko Haram. C'est pas fini. Oui, fatalement. Mais attention. On en parle moins, c'est tout. Il y a quand même, excusez-moi, il y a quand même, je voudrais mettre le doigt sur une limite que je considère comme fondamentale. Je crois que si d'un côté, nous pouvons comprendre que nous autres musulmans, il est compréhensible que nous autres musulmans, nous nous sentions blessés par certaines caricatures. D'un autre côté aussi, il faudra le dire, un certain nombre d'opinions, notamment, y compris dans notre pays, ici même, a du mal, cette opinion-là a du mal à accepter une certaine forme de liberté d'expression. La condamnation à mort de Mohamed El Khaytir s'inscrit dans ce sens-là. C'est une forme de liberté d'expression dans tout ce qu'il a eu à écrire. De mon point de vue, il n'y a pas de quoi envoyer une mouche en prison, à plus forte raison condamner quelqu'un à mort. C'est de la même manière que quelqu'un, comme, et l'actualité oblige, comme Biram Daoud Abed, qui se retrouve aujourd'hui condamné à 2 ans d'emprisonnement, c'est uniquement pour des problèmes de liberté d'expression. Parce qu'il faudra le dire, cette caravane-là était une forme d'expression démocratique. Et bien seulement, lorsque ces gens-là se retrouvent arrêtés, envoyés en prison, condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme, c'est tout simplement, encore une fois, là, non pas seulement l'opinion, mais l'État lui-même qui ne veut pas accepter une certaine forme de liberté d'expression. Et c'est véritablement une régression démocratique. Je vous donne la parole. J'aurais bien aimé vous recevoir sur mon plateau en parlant d'un prêtre ou de Biram avant la décision du juge. Aujourd'hui, la loi, c'est la loi. Quand le juge dit que vous êtes condamné, vous êtes condamné. On peut vous défendre, surtout avant. Et on l'a défendu ici. On a défendu la liberté d'expression ici, sur ce plateau. Nos téléspectateurs le savent très bien. Il y a des gens qui sont venus. Encore faudrait-il que la justice soit indépendante. Oui, il faut que la justice soit juste. Il faut surtout que la justice soit juste. C'est ça. Mais avant de passer à... Excusez-moi, notez ce que vous vouliez dire. Vous ne croyez pas que cette liberté d'expression a quand même
deux poids, deux mesures. Il y en a qui croient que, quand on prend l'exemple de la France, certains demandent pourquoi Dieudonné a été condamné pour différents propos, alors que Charlie Hebdo est toujours publié comme journal. Il n'y a pas, Qui est insultant. il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour 5, 6 millions, 7 millions de musulmans en France. Et là, on ne parle pas des musulmans. Parce que ce n'est pas le problème des autres musulmans. Mais en France, les musulmans français se sentent insultés par Charlie Hebdo. Les juifs français se sentent insultés par Dieudonné, par les propos de Dieudonné. Dieudonné a été condamné, les autres. Vous savez, quand il y a eu les attentats, j'ai envoyé, enfin c'est une anecdote, j'ai envoyé un mail de condoléances à des amis français. Et après, quand quelques jours après, Dieudonné s'est retrouvé dans le collimateur de la justice, je leur ai écrit un mail dans lequel j'ai dit véritablement votre liberté d'expression est une liberté à deux vitesses. Oui. Parce que je ne peux pas du tout comprendre que le peuple français en masse sorte dans la rue pour défendre pour dire je suis Charlie, défendre cette liberté absolue, liberté d'expression absolue, et de l'autre côté que quelqu'un comme Dieudonné ait dit, après avoir pris, et c'est important cette information, après avoir pris part aux manifestations, non mais bien sûr. Eh bien, qui a affirmé je suis Charlie Koulibaly pour dire, c'est en référence à sa situation en France. Parce qu'il a toujours été mal compris, toujours été condamné. Un certain nombre de ces spectacles ont été interdits. Et c'est dit, je suis moi aussi un opprimé. Vous voyez Charlie, je suis à la place de Charlie. C'est une manière de s'exprimer pour dire je suis Charlie. Il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont condamné. Oui, malheureusement. L'interdiction ah oui, avant, l'année où Dieudonné a été condamné, et ces spectacles ont été interdits. Beaucoup de journalistes français très connus, beaucoup d'intellectuels très connus étaient dans la rue. Tout à fait. Pour le défendre. Tout à fait. C'est quand même, il faut le dire quand même. Il y a bien sûr. Tu permets, Ahmed? Allez-y, avant de rebondir sur ça, sur l'affaire de Dieudonné, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est à peu près ça, c'est pas ça loin. À coup sûr, il y a deux poids, deux mesures. D'ailleurs, plus il y a une balance qui tend quand on veut. Mais là, vous avez péché, vous deux, excusez-moi, vous avez péché en oubliant qu'on est dans un contexte international. Il ne s'agit pas seulement de la France et des difficultés de la France, des musulmans de France, mais on est dans un monde globalisé, médiatisé et bien sûr mondialisé. Jérusalem est là, elle est à Paris. Le Caire est à Paris. Oui. Fès est à Paris. Nouakchott est à Paris. Oui, la Turquie, le Sénégal est à Paris. Tout le monde, ouais. Mais ce sont des choses c'est ça. Le problème n'est pas seulement lié à un problème de la foi, mais de la politique, des intérêts internationaux, des multinationales, des religions. Ouais, le monde est un village. Des francs-maçons, des loges. Donc la chose n'est pas si facile que vous voyez. Dieudonné, ce qu'il dit. Voilà, vous avez dit, moi j'ai été à la manif, mais je pense à un musulman qui s'appelait Koulibaly. Mais vous pensez à un terroriste? Est-ce que vous avez le droit de... C'est une incitation à la haine? S'il n'était pas mort, il devait être jugé quand même. Non, mais c'est pas... Non. Attends. C'est une question. C'est une question que je pose. C'est pas une prise de position. Attends. Koulibaly, pour la justice française, est un terroriste. Non, attendez. Mais dans tout cela, le prophète n'est pas un terroriste. On l'a diffamé. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il a dit diffamé, on a dit ça c'est la liberté d'expression. Mais c'est simple. Quand la liberté est infinie, est absolue, on dit ce qu'on veut. Non, il n'est pas... Le prêtre serait innocent, et un autre Dieudonné serait innocent. Non, mais il y a des lois. Non, il y a des lois. Là, on est en train de... Non, il y a des lois. Un journaliste intelligent... Quand on dit loi, on dit limite alors. Or, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas une loi. C'est pas une loi. C'est pas des lois vous pouvez diffamer. De profaner le prophète. Vous ne pouviez pas diffamer. Qu'est-ce qui s'est passé à Carpentras quand on a profané? Vous ne pouvez pas diffamer. Ah non. Quand on a touché, et ça ne se fait pas, on a touché à la tombe des Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la tombe des musulmans, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Profane des tombes musulmanes, c'est pas des musulmans. Mais la liberté, non, dans les cas précis, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour s'engager, le président Aziz, qui a dit ce soir, je l'ai écouté, il dit voilà, moi je suis ni... c'est un peu le contraire de Dieudonné. Oui, il n'est pas... Attends. Je suis ni Charlie, ni Koulibaly.
Justement, parce que c'est ça. Donc, penser que c'est le président mauritanien, le président de la République de Mauritanie, a été, le président Aziz en l'occurrence, a été souvent critiqué pour être le gendarme des Français, pour avoir fait la guerre par procuration. Mais aujourd'hui, on se fout de lui. On dit voilà, tu as fait la guerre, tu es contre le terrorisme, mais encore, le prophète, ton âme, l'âme de ton peuple, on va essayer de la déchirer et tu continues à la balancer. Il dit non, je ne vais pas en France. Et au passage, je lui rends un vibrant hommage à travers les ulémas qui ont bien su faire cette grande marche qui signifie, qui est l'âme du peuple mauritanien. Monsieur le président Aziz et les ulémas, tout le monde a bien compris que la foi des Mauritaniens est une foi très hardie, très fervente et on n'y touche pas. Elle n'est pas si hardie que ça. Touche pas. Elle n'est pas quand même si. Elle n'est pas si authentique que ça quand même. Je voudrais touche pas à mon dire prophète. un mot. Je suis le prophète, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas un autre chose, je suis prophète d'abord. Je respecte Charlie parce qu'il est un journaliste, mais je suis prophète. C'est pas être, attention, c'est pas le verbe être, c'est pas qui propose, je ne suis pas le prophète. Ça, c'est le verbe suivre à l'indicatif. Ouais, suivre, je suis dans ses comportements, dans ses tolérances pour les juifs, dans sa tolérance pour les chrétiens. Oui, je suis d'accord. Mais on ne touche pas. En fait, pour être plus clair, en fait, je crois que ce que vous venez de dire, en fait, si moi, M. Mohamed Abdelaziz, le président de la République, dit je suis ni Charlie, ni Koulibaly, je crois que c'est le Mauritanien, en fait, qui dit. Je crois que la rue mauritanienne aujourd'hui dit exactement la même chose. Je parle d'intellectuels, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut tuer tous les Français, il faut tuer. Oui. Ça, on sait très bien. Il y a des terroristes, mais c'est vraiment pas la Mauritanie. La rue mauritanienne, elle est ni Charlie, ni Koulibaly. Et là, je crois qu'il a à peu près parlé au nom des Mauritaniens. Je pense que c'est une position équilibrée. En ce qui me concerne, le fait de dire je ne suis ni Charlie ni Koulibaly, cela me convient. Je pense que c'est équilibré. Cela dit, je tiens quand même à dire que nos religieux qui ont défilé dans la rue, au nom de cette protestation-là, c'est bien. Mais encore faudrait-il, comme le disait Brahim, s'ils étaient vraiment authentiques, ils devraient descendre dans la rue plus souvent pour des injustices beaucoup plus flagrantes et qui tous les jours frappent des musulmans. Non, mais pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue quand il y a eu la haine contre les négociateurs africains mauritaniens? Oui, on ne les a pas vus. Et tous les jours, face à des problèmes ici que l'on connaît, eh bien, dans les khutbas, il suffit que la Palestine se retrouve touchée pour que toutes les khutbas soient concentrées là-dessus. Mais tous les jours, quand on frappe sur les haradines, on frappe sur les négro-africains, aucun imam n'en parle, un peu comme si, voilà, ceux-là ne sont pas les bons musulmans. Ben, je crois qu'ils auraient dû être beaucoup plus en correspondance avec leur religion s'ils avaient vu l'islam de manière tout à fait authentique, au sens exactement comme l'avait fait celui qu'ils défendent, le prophète Mohammed. Écoutez, je vous rappelle quand même pour l'histoire, en fait, pour ne pas, parce qu'il y en a il y a quelqu'un qui a dit je suis indigné, mais je ne suis pas Charlie. C'est aussi beau, il y a beaucoup d'expressions. Oui. Et là, c'est un Mauritanien que je lis, excusez-moi, mais je ne me rappelle pas de son nom, sinon je l'aurais cité. Je suis indigné, mais je ne suis pas Charlie. Et c'est un jeune négro-africain, je crois. En fait, quand vous parlez de problèmes africains, ça c'est de l'histoire un tout, mais on ne peut pas parler de tous les éléments de la Mauritanie. Les éléments de la Mauritanie ont condamné l'attentat contre Charlie Hebdo. Les éléments de la Mauritanie à l'époque, je me souviens personnellement en 1989 de la khutba du défunt Boudaoul Bousseri, ah, oui. qui a dit clairement, oui. C'est important de l'affirmer, de le rappeler. Vous faites bien de le rappeler. Dans tous les cas, on a une seconde. Dans tous les cas, dans des pays où le chien est sacré, il faut que les prophètes de l'humanité le soient. Ouais, c'est clair. Aux États-Unis, vous touchez un chien, vous rentrez tout de suite en. Mais personne n'a touché le prophète. C'est pas la même chose. Mais si. Ouais, non. C'est nous que moi d'ailleurs, c'est les musulmans qui une seconde d'ailleurs, je trouve que mon confrère. Je ne crois pas du tout que mon confrère, comment s'appelle, Charb ou Linskiot, c'était Charb, non, c'était Cabu qui a croqué le prophète. C'était raté. Pour caricaturer ou photographier ou dessiner l'homme le plus beau des mondes, il dessine un diable. Ça, c'est pas le prophète. Oui, justement. Mais c'est symbolique. Ils n'ont pas touché au prophète, ils ont touché aux musulmans. Non. Il faut qu'on nous laisse quelque chose. L'économie
a été accaparé par les puissances occidentales et par les Ça nous ramène en fait... lobbies et lobbies industriels, militaires industriels par tout le monde, notre savoir, notre culture, notre environnement, et afin de compte, laissez-nous un petit quelque chose. C'est un petit carré dans lequel notre foi est le dernier carré. Je suis d'accord. C'est clair, c'est clair. Brahim, en fait, quand on parle de poids de mesure, et là on parle toujours de la France, on sait que personne aujourd'hui, aucun écrivain ou journaliste français ne reproche aux Juifs d'aimer Israël, les Juifs français, ni de soutenir le financement d'Israël, ni même de faire son service militaire en Israël. Un citoyen français qui fait son service militaire en Israël. Alors qu'Israël est considéré par d'autres pays du monde comme étant un pays terroriste. Donc vous faites votre service militaire en Israël et vous êtes citoyen français, c'est quand même aberrant. C'est vrai que deux poids, deux mesures, ça se sent, mais il faut toujours revenir à la culture française pour trouver des explications. La France est un beau pays, les Français sont gentils, nous avons une très bonne relation avec eux. Par rapport à la Mauritanie, ça ne pose pas de problème. C'est un problème français, on en a parlé. Donc ça nous amène aux limites, en fait, quand on parle de la limite de la critique. Là, il a soulevé cette limite, cette critique, en fait, admissible en Mauritanie aujourd'hui par rapport aux journalistes, par rapport aux hommes politiques mauritaniens. La relation entre un homme politique mauritanien et un journaliste. En fait, un homme politique agissant en sa qualité de personnage public, qui n'est pas un simple particulier. Aujourd'hui, les journalistes mauritaniens ont des problèmes à critiquer nos hommes politiques. Vous croyez que c'est possible? On ne peut pas critiquer un homme politique en Mauritanie. Mais si, d'ailleurs, on le fait. Je reviendrai. Je pense qu'il y a effectivement une forme d'atmosphère assez délétère qui n'est pas propice au fait que les journalistes fassent leur travail correctement. Il y a une forme de réaction presque épidermique dans un certain nombre d'hommes politiques qui, dès l'instant où ils sont critiqués, alors même qu'ils ont fait le choix d'être des hommes publics, justement, parce qu'il suffit de ne pas toucher à la chose publique, eh bien, se retrouve un peu réfractaire. Mais moi, je voudrais aborder, Hamidou, la question autrement. La limite, de manière générale, qu'elle concerne le journaliste ou l'homme politique, la limite de la démocratie, qui la fixe. Et je crois que quelque part, il est important, pas seulement les journalistes et les hommes politiques, mais les intellectuels de manière générale, eh bien, aient une certaine forme de conscience. De mon point de vue, il faut qu'il y ait deux impératifs à cette question de la liberté d'expression-là. Le premier impératif, c'est qu'il faut que nous ayons la conscience que nous devrions amener notre société à évoluer, à dépasser un certain nombre de problèmes qui, s'ils demeurent, eh bien, amènent notre société droit dans le mur. Les problèmes sociaux, que ces problèmes soient... Vous croyez qu'il y a un silence, qu'il y a une peur? Oui, quelque part, il y a de cela. À un moment donné, il y a une tendance un peu à garder le silence. Et quelqu'un disait d'ailleurs à ce niveau-là que ceux qui me font le plus peur, ce ne sont pas ceux qui font la violence, mais ce sont les intellectuels qui la voient et qui se taisent. C'est vrai. Eh bien, donc, il est donc important, de ce point de vue-là, que nous puissions nous dire, nous avons un devoir d'amener notre société à évoluer, à muter dans le bon sens, notamment en dépassant les problèmes qui minent son existence. En Mauritanie, des problèmes comme l'esclavage, comme le racisme, comme d'autres problèmes. Comme l'unité nationale. Comme l'unité nationale, etc. Donc il faudra quelque part un discours qui permette de pousser, d'avancer, voire même des actions. Mais d'un autre côté aussi, il est important que nous ayons, là j'en arrive au deuxième impératif, la conscience que à vouloir aller parfois trop vite, ou alors à vouloir parfois se cramponner à ses acquis, nous risquons encore de la même manière de mettre en danger notre nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il faudra que ceux qui ont les privilèges comprennent que le moment est venu d'évoluer, mais également que ceux qui combattent pour une société plus juste, se dire à un moment donné, sache raison garder, eh bien, au nom pour ne pas tout simplement faire chavirer. Parce que lorsque l'on fait chavirer le navire, eh bien, on finit par ne pas du tout réussir notre objectif. C'est très bien dit. Brahim, en fait, là on parle... Non, vous allez le faire, mais je veux juste aussi que vous savez, vous, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, il y a un moment, il avait dit, en fait, qu'il reçoit ou qu'il subit, en fait, je crois bien qu'il a utilisé subir en arabe, d'énormes pressions pour réguler la liberté d'expression dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des gens, une élite certainement, qui veut nous faire, qui veut imposer ce silence. Vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que c'est... Non. C'est dit à quoi? Non. J'ai l'impression que l'Abdelaziz n'a pas besoin d'être poussé outre mesure.
Abdelaziz est venu dans... bon, il n'était pas chef d'État, mais il était dans un comité qui, déjà, ils sont venus en 2005, et puis en 2006, il y a eu la liberté sur, sur la presse. Non, mais il a accepté, il a fait avec, donc c'est très bien. Okay. C'est subir des pressions pour réguler les 2006, libertés, ça veut dire qu'il existe. 2008, la création de la HAPA. Oui, oui. Non, donc il n'a pas besoin. Bon, je ne sais pas, vous m'avez dit que quand les gens le poussent à réguler. Qui? Mais il a dit lui-même. Tu veux réguler ou bloquer, tu as dit. Réguler la liberté d'expression, ça veut dire diminuer un peu la liberté d'expression. Il dit, non, il y a des gens qui disent qu'il y a trop de liberté. Attention, Ahmed. Il y a trop de liberté. Non, on n'est pas d'accord sur la sémantique. Non. Réguler, il faut nécessairement diminuer. Quand on régule la circulation, c'est qu'on ne diminue pas des rues. Non, mais on réglemente. Ça veut dire quoi ça? Mais si, réguler la liberté d'expression, ça veut dire, quand on parle de liberté d'expression, ça veut dire qu'il y a des gens. Vous n'avez pas compris ma question. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens en Mauritanie qui disent qu'il y a beaucoup de liberté d'expression. Il y en a qui le disent. Moi aussi. Ça veut dire. Ben justement, vous le dites, vous croyez qu'il y a beaucoup de liberté d'expression en Mauritanie? Si, il y a plus qu'il n'en faut, tout simplement. Il n'y en a pas de. Non. C'est-à-dire que le journaliste et que le citoyen a suffisamment de possibilités. Il a voix pour parler. On aurait pu avoir un gardien. Non, mais quand on dit trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que trop de liberté d'expression, ça veut dire qu'il faut la diminuer. Trop, il y a beaucoup, il y a trop. Non, il y a trop de liberté d'expression en Mauritanie. Bon. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des débats, mais là, tu as fait toucher au problème. Aujourd'hui, quand on fait des débats sur l'esclavage, ou quand on fait des débats sociaux, il y a des gens, mais nous, en tant que journalistes, on les soit des coups de fil tous les jours. Attendez, il y a beaucoup de liberté d'expression. Il n'y a jamais trop de liberté. Attends. Il n'y a jamais trop de liberté dans la mesure où, à l'instant où nous sommes, on est en train de débattre pour on est en tendance à une liberté absolue. Mais le problème majeur en Mauritanie, c'est qu'il n'y a pas seulement trop de liberté, il y a beaucoup de liberté, mais c'est l'usage qu'on en fait. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté, en fait, c'est le manque de professionnalisme. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à l'image du pays. C'est à l'image du pays. C'est à l'image du pays. Ça, vous dites, c'est très facile de le dire. C'est à l'image du pays. Il n'y a pas de sportifs en Mauritanie, il n'y a pas de journalistes en Mauritanie, il n'y a pas de médecins. Non, si, il y a de bons journalistes, il y a de bons journalistes, il y a de bons médecins. Non, oui, mais ils sont rares. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté réelle aujourd'hui, délibérément entretenue, je dis bien entretenue, par une partie de notre élite mauritanienne, de voir se développer ce silence dont il a parlé tout à l'heure? Le silence? Oui. L'omerta, autrement dit le silence. Pourquoi le silence? Parce qu'on ne peut pas en parler de tous les problèmes. De toute façon, moi, je ne sais pas. C'est un avis. Si les gens combattent pour le silence ou pour le bruit. Mais vous croyez ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, ce sont des silences et des bruits. Mais vous croyez-vous qu'on ne peut pas parler de tous les problèmes parce qu'il y a des gens qui veulent entretenir ce silence? Qui musellent? Ouais. Non, je ne vois pas le cas. Si on arrive on est arrivé à la liberté d'expression est arrivé à ce que un homme insulte des politiques, il leur jette des œufs cassés, il leur casse les œufs sur la tête. Et quand Abdallahi Mohamed Saïd prend un ministre, il le croque, allant jusqu'à mimer ses comportements qui par ailleurs est répréhensible au vu de la loi, le qib. Quelqu'un qui clopine, il ne faut pas lui dire. On ne lui dit pas ça. Oui, ça, parce que pas la liberté d'expression, justement. La bonne foi. Donc, il n'a pas miselé. Abdallah n'est pas en prison parce qu'il a dit. Mais il fallait porter plainte. Pourquoi ne pas porter plainte? Aujourd'hui, quand il y a eu une agression contre le journaliste, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a une agression la semaine passée contre un journaliste, Hanafi Ouldaha. D'après Hanafi Ouldaha et ses confrères, c'est une façon de le faire taire. Non, de toute façon, la loi sur la presse est claire. En son article 37, il dit très simple. La loi est claire. Délit contre les personnes, toute allégation ou imputation d'un fait portant à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ah oui, bien sûr. Et par ailleurs, l'article 38, il la condamne à 500 000, à 1 million, 1 million. Je voudrais juste dire... Je vais revenir à vous. Mais en fait, vous avez touché un point qui est extrêmement sensible. En fait, ça, c'est quand on parle de la diffamation. Les Mauritaniens ne portent pas plainte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai lu à longueur de journaux des articles diffamatoires, mais c'est à faire... Vous avez envie de vomir en parlant des gens d'une façon diffamatoire. Et personne ne porte plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens ne portent pas plainte? Parce qu'en Mauritanie, moi, je connais des villes, je connais des villages qui ont un enfant en jeu. Comme le matin, on se réveille, on se parle, on prend des... Alors que la bonne foi, quand on va dans une école de journalisme, on apprend quand même, un journaliste apprend quand même la bonne foi. Parce que si vous attaquez un homme politique et que votre bonne foi suit les juges, c'est que vous avez une bonne foi en l'attaquant, parce que ce sont ses faits et gestes. Mais c'est vrai qu'il faut que les buts poursuivis déjà soient légitimes.
ce qui n'est pas beaucoup le cas. Il faut aussi que les diffamateurs doivent avoir fait une enquête sérieuse, ce qui est difficile en Mauritanie. Il faut aussi qu'il use d'une prudence et de modération dans l'expression. D'ailleurs, vous dites qu'il boit tout gros, mais c'est grave. Enfin, il doit être exempt d'animosité personnelle. Et ces quatre conditions, dans les écoles de journalisme, ces quatre conditions sont cumulatives. Parce que si une seule manque, la bonne foi n'est pas reconnue. Alors que vous avez tout à fait raison, on lit à longueur de journaux de la mauvaise foi, de la Non, de toute façon, la loi est claire. Si un homme, c'est lui qui a l'initiative de ST ou de ne pas ST en justice, en tant que personnel physique. Oui. Attends. Mais la loi est claire. S'il ST en justice, ça peut être apprécié. C'est au juge d'apprécier, ce n'est pas à nous de le faire. Allez-y. Merci. Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que je pense que dans notre pays, la liberté d'expression, en toute franchise, elle n'est pas là pour tout le monde. Elle existe peut-être, cette liberté d'expression. La loi. Pourquoi tu dis ça? Oui. Vas-y, explique. J'en viens. Explicite. J'en viens. Parce que, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, par définition? C'est lorsque le citoyen estime que, compte tenu de ce que lui autorise la loi, et il a la possibilité de s'exprimer, tout simplement d'abord pour donner son avis, pour dénoncer, pour protester, pour réclamer, pour revendiquer. À partir du moment où cette forme d'expression-là n'est pas du tout violente, elle entre dans le cadre de la liberté d'expression. Bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque quelqu'un écrit un point de vue, comme l'a fait Mohamed Ould Khaytir, et qui se retrouve pour cela devant les tribunaux et condamné à mort, ça veut dire que la liberté d'expression n'est pas là. Ça veut dire qu'est-ce que vous insinuez? Ça veut dire qu'il a été condamné à mort, c'est un peu comme Dieudonné, il a été condamné à mort parce qu'il est forgeron. Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce qu'il est forgeron, il a été condamné à mort. Il n'y a nul doute de mon point de vue que s'il était issu probablement d'une grande famille quelque part, peut-être qu'il y aurait très longtemps que l'affaire aurait été étouffée. C'est un problème de liberté d'expression. Lorsque les gens estiment que leurs droits élémentaires sont bafouillés, mais professeur, est-ce qu'on a prouvé qu'il a fait qu'il est apostat? Il a été prouvé ou ça n'a pas été prouvé? Le problème à ce niveau-là, nous pouvons aussi discuter là-dessus. Je termine juste mon raisonnement et après, si vous voulez, nous pouvons approfondir cette question. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Oui. Lorsque des gens estiment que leurs droits fondamentaux sont bafoués, qu'ils disent démocratiquement, ils ont écrit, ça n'a pas servi à quelque chose. Donc nous allons faire une marche pour attirer l'attention de l'opinion mauritanienne sur ce que nous subissons. Et qu'ils se retrouvent arrêtés, envoyés en prison, condamnés à 2 ans d'emprisonnement, comme je viens de le dire avec Biram et ses amis. C'est la faute à qui? Il n'y a pas de liberté. C'est la faute à qui? Il ne peut pas y avoir de liberté d'expression dans un pays où la justice n'existe pas. Notre problème, c'est que l'institution judiciaire... Je vous donne la parole, Brahim. Je lui pose juste la dernière question. Dans ce sens-là. Brahim, je pose une dernière question. Les lois sont là, mais la justice n'est pas indépendante. Je vous pose juste une question et je vous donne la parole à Brahim pour répondre. Oui, bien sûr. En fait, ceux qui sont pour la liberté d'expression, soi-disant entre guillemets, qui défendent la liberté d'expression en prenant le cas d'Ould Khaytir, pourquoi ils ne sont pas dans la rue? Est-ce que vous avez vu des gens faire des manifestations en disant qu'Ould Khaytir... Attendez, a usé de la liberté d'expression et que la police est venue disperser cette... Merci pour la question. C'est que vous avez peur. Merci pour... C'est pas l'État. C'est la... Du tout. C'est pas l'État. Eh bien, attendez. Ni la police mauritanienne, non, ni la police mauritanienne, ni la gendarmerie mauritanienne, ni le président a dit non, vous n'avez pas le droit de faire une manifestation. Attendez, Ahmed. Les gens ont peur de descendre dans la rue. Pardon? Peur de qui? Vous avez raison. Ils ont peur d'une opinion islamiste. Ils ont peur. Donc c'est pas l'État. Laquelle opinion islamiste qui semble énerver également l'État et semble... Pourquoi courber les chines? Oui. C'est pas l'État. Donc faut pas lancer. Je pense que nous avons été lâches. Oui. Donc ce n'est pas du tout Aziz ni le gouvernement. Et là je ne défends pas. Les Mauritaniens ont été lâches par rapport à n'avoir pas défendu. Ceux qui veulent défendre. La liberté de défendre quoi? Ceux qui veulent défendre. Non, ceux qui veulent... Brahim, ceux qui veulent défendre. La question, je pense que vous avez... La question, ceux qui veulent défendre la liberté d'expression, sur quoi défendre Ould Khaytir parce qu'il a usé de ses droits d'expression, ils ne se sont pas retrouvés dans la rue. La police ne les a pas attaqués. C'est pas la même chose. Attention. Ne faisons pas de l'amalgame. Il ne faut pas charliser. Vous êtes en train de charliser. Attention, ne tombez pas dans les travers de Charlie Hebdo. Là, attendez. Ça, c'est vous. Non, mais ça, c'est avant Charlie Hebdo. Attends. Vous tombez dans les limites des problèmes, des limitations. Attends. Attention, je ne vous en accuse pas. Mais je vous préviens.
ne tombez pas dans les travers de ce quiproquo. Est-ce qu'il s'agit il faut faire une liberté d'expression totale quand il s'agit des prophètes, quand il s'agit du sacré des Mauritaniens dans toutes leurs composantes, il faut faire gaffe. Non, mais, Là, mais, on est, mais, attends, mais attends, vous êtes en train de parler. Attends, je termine, Ahmed. Non, mais ça n'a rien à voir. On n'est plus dans cette Si vous logique. croyez, non, attendez. Là, lui, il À parle mon des sens, gens qui veulent à mon imposer. sens- Excusez, Non, oui, non. il parle des gens qui veulent imposer une pensée unique et maintenir des fidèles dans l'ignorance de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Bon, ça, c'est- En Mauritanie aussi, on a notre Ah, liberté ça, d'expression. moi, je On a suis- nos moi, limites. ça, Non, mais je- ça, c'est pour vous. Ça, je ne suis Mais- pas contre. Oui. Ça, c'est les pathologies. Justement. Ça, c'est le pathos social et institutionnel. Ça, on peut en parler toute la. Mais justement, c'est pas ce qui justement. nous a amené. Parce qu'on en est. Donc, c'est pas la on en a- justice, quoi. Et lui, on il a en dit a que c'est la plein- justice. On en a plein le dos, on en a plein la gueule. Mais Ouais, c'est ouais. simple. Ouais, Mais non. Soyons limites. Il faut circonscrire notre débat justement pour qu'on puisse solutionner le problème ou apporter nos. Donc, il n'y a pas de guerre aux médias en Mauritanie. Attends, mais il y a une guerre aux intellectuels qui Attendez, n'est pas menée par l'État. en Il n'est pas mené par l'État. Mauritanie, ce que les gens déplorent maintenant, c'est un excès de liberté d'expression. Excès. Mais ah oui. Et vous Oui, pensez oui. qu'il y a excès de liberté d'expression? Il y a Moi, ce je qu'il pense faut. moi, je Il y a pense ce qu'il n'y en qu'il a faut. pas. Il y en a qui le disent, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a ce qu'il faut. Nous étouffons. Moi, j'étouffe là. Non, Bon. tu aurais besoin de t'envoler, mais pas d'avoir étouffé. Parce Non, que vous avez sur non. un plateau, attends, sur un plateau de télévision, sur un satellite, tu dis ce que tu penses. Tu Bien as sûr, allé jusqu'à dire que indirect, les en Mauritaniens plus. sont lâches. Tout le monde te regarde. Là, ça peut fâcher, attention Khalidou, t'es professeur. Attendez encore un mois ou deux. Si je ne me retrouve pas quelque part, vous pouvez le dire. Justement, mais qui Mais là, vous faites. Non, mais là, vous posez une Non. question. Ce n'est pas du tout la faute de la justice mauritanienne. Mais si, Non. mais si, Ahmedou. La réflexion doit évoluer en chaîne. Vous avez Si laissé certains- si occuper. certains Vous avez, vous, les intellectuels mauritaniens, laissé occuper par la terreur les terrains. Et c'est tout. C'est ça le problème. Le terrain a été occupé par la terreur. Ce n'est pas l'État. Ben, Ce n'est pas à l'État de vous Mais défendre. la terreur, elle terrorise. Oui, mais c'est pas l'État qui. Ben, C'est pas la justice. C'est le- pas la justice. C'est pas l'État. Mais attendez, si moi ou n'importe qui estime qu'en affirmant une chose ou alors qu'en allant dans la rue, il peut se retrouver dans les mains d'une justice qui va vous condamner très très rapidement comme cela sur un Non, coup de mais marteau à attention, 2 ans non. d'emprisonnement ferme pour rien du tout. Mais Je non, suis non. Voire obligé même à la perpétuité. fonction. Non, Écoutez, ça c'est la vrai, fonction- Brahim, professeur Ba, c'est vrai, mais faisons la part des choses. Dans le cas où le préfet, justement, on est des citoyens, il a été condamné Par un juge, par un et juge. on n'y peut plus. Donc, erreur judiciaire, comme puis le vert puis le vert rouge ou comme toute autre chose. Ou peut-être qu'il va encore revenir sur Mais sa faudrait condamnation. bien une chose, si on parle d'exclusion dans des pays, de manque d'expression, ça réfère à l'inéquité, à un déséquilibre entre les ethnies et entre les souches sociales. C'est ce que déplore Birama, c'est ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce que font le Flamme, que font le PR. Ce sont des gens qui s'expriment à leur façon. Mais les corrupteurs, les corrompus, corrupteurs ou corrompus, les gens qui font de la prébande, les gens qui font de l'injustice, les policiers qui te prennent dans la rue, tout ça, ils font partie de toutes les ethnies de Mauritanie. Bien Et sûr, la bien sûr, Mauritanie, bien dans sûr. sa diversité Tout à fait. et dans son unicité, de cet état social, du pathos social et institutionnel dans lequel elle souffre. Là, nous devons tous le combattre à notre façon, mais dans le calme et la dignité. Et je Et dans rajoute- la sérénité, Ouais. il ne faut pas que la l'unité nationale en soit affectée. Et je- Donc, et je- Birama, c'est un citoyen mauritanien. Je rajoute- Il n'est pas, c'est pas son cas, c'est pas le sujet, mais c'est un citoyen mauritanien. Si, c'est le Il sujet. est citoyen, il est respecté jusqu'à preuve du contraire. Il est innocent ce qu'on a fait. Jusqu'à ce qu'un juge le condamne. On fasse la Vous preuve de avez sa raison. culpabilité. Non, pas Attends, jusqu'à ce attends. qu'un juge le Non, condamne. non, C'est non, encore non. faudrait-il que cette justice-là, elle Soit existe. juste. On est d'accord avec vous. Elle Mais- l'est mais pas. non. Il n'y a pas indépendance de la justice chez nous. Nous savons très bien que Ils sont les différents différents procureurs juges. qui le reçoivent. Mais Monsieur- c'est pas un juge monsieur, vous allez- Bédan ou monsieur, peu de c'est Haratin très qui fera précis. l'erreur judiciaire. ça. Ouais, monsieur Khalidou. Ba. Monsieur Ba, c'est Ba Khalidou. Khalidou. Donc en fait, cette stratification sociale et ce combat contre l'inégalité, contre toute forme d'inégalité, y compris que ce soit un problème de noir ou un problème de forgeron ou un problème d'esclavage et tout, cette stratification sociale et les systèmes des castes, en fait, constituent pour certains un moyen d'accès au statut du pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Biram, Mesoud, Malmine, les Arabes, les guerriers, les Ouaïs, tout ça, ils ne me représentent pas. C'est qu'eux, ils veulent arriver au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je pense que c'est réducteur du débat. oui. Je pense que quelque part, ce genre d'opinion, c'est des opinions qui réduisent le débat, qui le ramènent à un niveau qui n'honore pas du tout la politique en Mauritanie. Je pense
qu'il y a peut-être des formes d'instrumentalisation des causes. Tout à fait, oui. Ça existe. Oui, c'est même de bonne guerre chez les politiques. Non, mais de là maintenant... une cause aussi importante que l'esclavage, c'est quand même pas non. Oh non, mais il y en a peut-être, mais de là maintenant à ramener la cause à une forme d'instrumentalisation, je crois que c'est trop dur. Les problèmes existent, incontestablement. Le problème de l'esclavage existe. Si nous ne l'appréhendons pas dans toute son importance... Il existe, mais il y a des lois pour ça. Dans toute son importance, si nous ne le traitons pas, il amène notre nation, l'esclavage, le racisme aussi, c'est la même chose. L'esclavage n'existe plus en tant que système étatique, parce que dans la mesure où l'État, avec un arsenal juridique immense, dont la dernière étape, c'est la criminalisation de l'esclavage, n'est pas... Il y a des lois. Il y a des lois. Non, il y a une tendance, il y a des actions claires il y a des efforts de l'État. Attends, l'agence Taradoum, c'est un effort. Bon, tu la critique comme tu veux, quelqu'un a la oui, mais l'idée... Ce n'est pas content. Attends, mais parlons des fins fonds de la montagne. Parlons des hameaux de Koubeni, des bourgs dont moi je suis ressortissant. D'accord, non, je sais, il y a l'esclavage, mais ça dépend de quel esclavage s'agit-il. Moi, je parlais l'autre jour dans mon bureau avec une collègue. Elle me dit, voilà, il y a de l'esclavage. Je dis, écoute, moi je te dis une chose. Vite, je termine. Il reste 2-3 minutes. Il y a bien d'esclavage sous cette forme telle que je connais tellement d'enfants, de haratines, de vieilles, qui sont tenus dans les fers de l'esclavage par la nécessité. Le problème est surtout maintenant économique. Maintenant, toi et moi, je lui dis... Attends, je termine, Ahmed. Je lui dis, maintenant, on va faire une caravane. On va faire une caravane pour aller, aller à Koubeni ou aller à Fourini. On va aller chercher les esclaves. Ceux qui peuvent être esclaves, c'est des gens qui sont encore à leur maître. Pour appliquer la loi, quoi. Coexister avec un maître qui a été notre maître, en fin de compte, père pendant 10 ans, avec une mère qui nous a allaités et de l'esclavage, il y a de l'esclavage. Si ce n'est pas le cas, c'est un problème économique auquel il faut donner le temps et donner le temps au temps. Attends, je lui ai dit, je termine Ahmed, on va faire une caravane. Moi je vais aller, je connais les faubourgs où il y a des esclaves, l'esclavage résiduel, il y a des poches. Mais on va les faire amener dans la caravane, dans des voitures. On va chercher un financement ou nous débrouiller pour amener ces gens en auction. Mais où va-t-on les amener? Oui, mais ça, c'est pour le tout le monde. Si Birama ou un autre dit voilà, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas d'ONG, cessez vouer des filles de 15 ans à la possession, et cessez vouer de jeunes affranchis, de jeunes Mauritaniens, à aller violer une jeune fille et la brûler. Donc, Brahim, on ne peut pas aller plus très bien plus vite qu'il n'en faut. Mais c'est pressant. Nous ne pouvons pas dédouaner l'État. Non, nous ne pouvons pas dédouaner l'État dans le sens où, oui, les lois, elles existent. Non plus, tu ne peux pas le taxer. Comment tu peux le taxer? Mais en quoi tu le taxes? Ce n'est pas l'apartheid. Il n'a pas dit qu'il apartheid. Il n'a pas dit ça. Excusez-moi, les lois ne sont pas appliquées. Elles sont faites pour être appliquées, elles ne sont pas appliquées. Il n'y a aucune volonté de l'État, des services de police, de gendarmerie, lorsqu'il y a des plaintes, d'instruire et d'amener la justice à trancher. La justice peut condamner Biram Abed Oulda qui qui se bat contre l'esclavage, mais elle n'a jamais voulu condamner les esclavagistes. Donc ça, c'est un fait. C'est ça que je déplore, moi. Donc vous déplorez, vous essayez qu'en fait, il y a une volonté. Quand les lois ne sont pas appliquées par l'État, ça veut dire qu'il y a une volonté de l'État de pratiquer l'esclavage. Sinon que l'État nous prouve le contraire. Oui, je pense que ceux qui nous gouvernent ne font rien. Ils ne font rien pour abolir l'esclavage dans le sens où ils ont les moyens de le faire. Mais l'esclavage a été aboli, il y a des lois qui existent, il y a des juges, il y a des avocats. Allez-y, portez plainte, il y a des associations humanitaires qui se battent et qui cherchent des cas d'esclavage et qui utilisent tous les moyens. Mais à chaque possibles, fois il ne faut pas que ça soit hors loi. Mais à chaque fois qu'ils traduisent des esclavagistes devant les tribunaux, ceux-là sont relâchés. Ça veut dire que notre système judiciaire, il est traînant, il n'existe pas. Voilà. Mais pourquoi croyez-vous que le fait qu'on en parle aujourd'hui, Brahim, le fait d'en parler au bureau, comme vous en parlez, ça a beaucoup évolué. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une liberté d'expression. Ça veut dire que ce n'est pas Aziz, ni Mouawiya, ni un autre, ni Dada. Excusez-moi, professeur Ba, qu'est-ce que tu as dit ce soir? Une seconde, s'il te plaît, excuse-moi, Brahim, s'il te plaît. Seulement tu n'as pas diffamé, seulement tu n'as pas fait d'apostat.
Seulement, tu n'as pas critiqué le prophète, mais pour le reste, tu as tout dit. Non, mais même si, mais personne ne t'a dit de ne pas apposer. Tu peux le faire ailleurs. Il y a un plateau de télévision, tu peux faire ce que tu veux. Si tu peux apposer, tu peux le faire. Moi, je n'ai rien à voir. Permets-moi quand même de dire que votre télévision est une télévision particulière dans notre pays. Écoutez, j'ai réussi sur ce plateau. Mais c'est bien, elle n'existait pas il y a 2 ans. Oui, elle n'existait pas. Al-Wataniya, ce n'est pas... Monsieur Mad, j'ai réussi sur ce plateau des gens qui n'ont jamais été appelés à parler dans ce pays. Et bien moi-même, ce plateau, Sambatiam, le président des Flammes, qui me regarde, il vous le dit. J'ai réussi Balas, j'ai réussi des basistes, j'ai réussi des rassades, j'ai réussi des gens, des chauvins, entre guillemets, parce que, bon, selon des gens. J'espère que vous ne voulez pas dire que tout ce monde-là est chauvin. Non, je dis pas, non, c'est pas mon point de vue, mais selon d'autres, ils n'ont jamais été. Donc ici, Brahim Bilal, tu as raison, vous dites ce que vous voulez. En fait, aujourd'hui, le fait qu'on en parle de l'esclavage, je disais que ce n'est pas une responsabilité de l'État. Ce n'est pas du tout une responsabilité de l'État. Aziz n'est pas responsable de l'esclavage. Même Mouawiya n'a jamais été responsable de l'esclavage, ni Bouldada. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que simplement, on a une liberté d'expression. On n'en parlait pas il y a 10 ans. On n'en parlait pas il y a 15 ans. Donc les gens disaient ça n'existait pas. Non, ça existait, mais on n'en parlait pas. On ne pouvait pas en parler. Et vous savez, il y a énormément, et là je suis désolé, mais la majorité des gens qui disent aujourd'hui l'esclavage et tout ça, il y a 10-15 ans, ils ne pouvaient même pas en parler. Donc on revient juste la dernière minute, en fait. Excusez-moi, mais en tant qu'ancien militaire, en fait, vous pensez que la France aujourd'hui, vous êtes dans notre sujet, est-ce que la France aujourd'hui, à l'instar des États-Unis, mobilisés, en fait, ils sont en train de mobiliser le monde, l'Europe, l'Amérique, pour vaincre ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste. Vous croyez qu'ils vont y arriver? Jamais. J'espère qu'ils vont y arriver. C'est clair, non, on n'espère pas. Tu n'as pas de droit d'espérer ou de ne pas espérer. Oui, moi je dis j'espère qu'ils vont y arriver. Tu n'es pas concerné, tu n'es pas européen. Si, je suis concerné parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Parce que ça a touché mon pays avant de toucher l'Europe. Ah oui, c'est une expression que c'est... Ça a touché tous les musulmans de l'Europe. On a eu des militaires. Je blague en fin d'émission. Ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. C'est fini en fait. Non, pour une chose... 30 secondes. Pour une chose très objective. Bon, tu m'as posé une question, je réponds quand même. Bien sûr. Pour une question très objective. On est en face, tu as fait appel à mon background de militaire, qui est par ailleurs relatif. Oui, quand même. Relatif. On est dans un type de conflit asymétrique. Ce sont des guerres atypiques. Elles n'obéissent pas aux règles de l'art de la guerre traditionnelle. Ce sont des gens... Le conflit asymétrique, ce n'est pas comme la dissymétrie ou la symétrie. Ce sont deux combats, deux armées qui se font des renseignements, qui savent quels sont les potentiels de l'ennemi, etc. Maintenant, les états-majors ont beau se réunir, les généraux, ils font l'ordre d'opération, la conception de manœuvres, tout ce qu'ils vont, ils prennent les déballes des cartes, mais en face, dans le théâtre des opérations, il y a un théâtre d'ombre. Ce sont des gens qui sont en Afghanistan, qui ont battu l'armée russe avec cette tactique. Maintenant, on a une expérience. Les États-Unis ont rassemblé une grande armada, la plus grande du monde, et voilà. Non pas seulement c'est pas fini, mais c'est... Voilà, c'est l'État islamique. Je reviendrai vers vous pour 30 secondes parce que vous allez parler très vite. Donc vite fait, vous en fait, est-ce que vous croyez aujourd'hui quel est l'avenir de la cohabitation en Mauritanie? Honnêtement, moi j'ai espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que, quoi qu'on dise, il y a une évolution. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais je pense que tous les pans de la société, particulièrement les intellectuels, de toutes les composantes nationales, ont intérêt à être plus courageux. Plus courageux dans l'affirmation, plus courageux dans le combat, plus courageux aussi dans le sens même de la prise de conscience de la question de l'unité nationale. Je pense que la Mauritanie doit évoluer nécessairement sur les problèmes d'esclavage et de cohabitation de manière générale, la question culturelle et économique, très très rapidement, sinon nous risquons tout simplement de mettre en danger notre pays, et cela, ce serait bien dommage. Une catastrophe. Vos derniers mots. Je ne te demande rien par rapport à... 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Comme vous voulez. Premièrement, il faudrait bien qu'on écarte le spectre de la guerre civile. Et que Bakhalidou voit... Comment Bamamadou Khalidou, professeur Ba, voit l'injustice quand Brahim Bakar l'a subi. Et moi, je dois être le gardien de toute injustice qui toucherait lui ou toucherait quelqu'un d'autre, quelle que soit son ethnie. C'est ça le contrat social qu'on peut signer. Sinon, on est dans l'expression, on suivra le prophète,
touchons pas au prophète. La liberté d'expression, ça ce n'est pas la liberté d'expression, ça c'est la liberté de surpression. Il ne faut pas surpresser les gens. Ce sera le dernier mot de Et je ne suis pas le verbe être, c'est le verbe suivre parce que je suis dans ces comportements avec les juifs, avec les chrétiens. Et c'est ça un projet de société. Donc je rappelle, ce sera le dernier mot, M. Brahim. Je vous remercie. Je rappelle à nos hommes politiques, à tous ceux qui nous gouvernent, que la fonction de la presse est de diffuser des informations et des idées sur des questions d'intérêt public. Donc le droit pour le public est de recevoir des informations sur des questions d'intérêt public. La liberté journalistique comporte la possibilité d'avoir recours à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation. Donc, chers téléspectateurs, je rappelle que j'avais comme invité M. Bamamadou Khalidou, qui est maître des conférences de Makot, et M. Brahim Oulbakar Oulousneba, écrivain et journaliste. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie et je remercie l'équipe technique qui vous a permis de suivre votre émission. Merci à bien, assis confortablement chez vous. Merci à Bertin Kendem, qui était le chef-d'œuvre de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Maître d'œuvre. Même chef. Il était maître d'œuvre, il n'était pas chef d'œuvre. Même chaîne, même heure. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci.